Après cette présentation un peu, générale de cette tendance autour des bases de données NoSQL, on va maintenant rentrer un peu plus en détail sur les grandes familles de bases de données NoSQL. Il y a en gros 2 très grandes familles, une qui va se limiter à gérer des hashtables de très, très grande taille, donc tout ce qu'on appelle les bases de données clés-valeurs, des choses comme Amazon S3, Voldemort, Scalaris, Redis qu'on va voir ensemble. Donc en fait là, c'est le niveau zéro du stockage de données. Tout ce qu'on va pouvoir faire, c'est mettre des données dans une hashtable, donc avec une clé, et rechercher ces données en fonction de cette clé. L'énorme avantage de ces bases de données, c'est qu'on va pouvoir les distribuer massivement, et donc elles vont être capables à la fois de gérer des très gros volumes de données, mais aussi d'être capables d'être requêtées par un très grand nombre d'utilisateurs. Et puis la deuxième grande famille, c'est toutes les bases de données dites schemaless, qui vont être soit orientées colonnes, soit orientées documents, soit orientées graphes. Et là-dedans, on va retrouver des bases de données comme Cassandra, CouchDB, Neo4j, HBase, mais aussi MongoDB. Donc elles permettent de stocker des données plus structurées, et donc au niveau applicatif, c'est un peu plus simple. Et donc elles viennent avec des avantages et des inconvénients en termes de capacité à faire de la distribution, de la volumétrie, des types de requêtes différentes, etc. Donc les clés valeurs, leur gros avantage, c'est d'être extrêmement efficace. Elles passent très bien à l'échelle. Le modèle est tout simple. Vous avez déjà utilisé une hashtable. On peut faire un put, un get. On peut travailler dessus simplement. Et puis, elles peuvent être distribuées de manière complètement horizontale. C'est-à-dire qu'on peut passer de 100 à 150 nœuds si le volume de données existe. Donc ça, c'était très pratique. L'inconvénient, c'est qu'évidemment, la plupart des données structurées rentrent très mal dans un modèle clé-valeur. Ça se passe. C'est pas facile de les intégrer dans un tel modèle. Le modèle schemaless, évidemment, il est plus riche que le modèle clé-valeur. Il respecte souvent cette propriété d'eventually consistency qui consiste à dire je vais être, si je suis distribué, je vais passer mon temps à tendre vers de la cohérence. La plupart sont distribuées et puis elles fournissent toujours de très bonnes performances et elles passent à l'échelle. Par contre, on perd les propriétés acides, on perd généralement la capacité pour certaines à pouvoir faire du transactionnel sur ces bases de données. Leur gros avantage commun, c'est qu'elles sont peu chères, relativement faciles à utiliser, donc peu chères parce que open source, facile à utiliser parce que par l'open source, on a une documentation relativement riche et une communauté qui maintient là-dessus. Donc dans cet univers du stockage de données, c'était aussi une révolution. Parce que dans les entreprises, on avait eu l'habitude d'utiliser des bases de données comme Oracle, des bases de données comme SQL Server, qui, sur des serveurs en production, coûtent quand même relativement cher en termes de coût de licence. Les bases de données sont répliquées sur de nombreux nœuds et peuvent être partitionnées, donc ça veut dire que on évitait les côtés single point of failure, qui fait que si un nœud tombe, tout mon système d'information arrête de fonctionner. Elles se distribuent facilement, pas de schéma, elles peuvent grossir ou diminuer facilement. Par contre, généralement, on oubliait cette propriété de cohérence. Puisque généralement, il faut, c'est voilà, sur les bases. Donc, qu'est-ce qu'on oublie d'autre? Pour ceux qui ont fait un peu plus d'SQL, on oublie la capacité généralement à faire des jointures, du group by, de l'order by, d'avoir des propriétés, des transactions avec des propriétés acides. Et donc, pourquoi est-ce que je vous fais faire un petit TP là-dessus? C'est aussi pour vous montrer que, évidemment, c'est un outil qui est extrêmement utile dans certains cas. Et évidemment, on décrit souvent SQL en disant oh là là, SQL c'est un langage qui a 30 ans, c'est pas très pratique, etc. Pour autant, c'est quand vous allez vous rendre compte que vous perdez SQL ou des surcouches à SQL pour requêter vos données, que vous allez vous rendre compte que ça va vous gêner de temps en temps dans un certain nombre de développements et ralentir vos développements. Donc souvent, des fois, on va se mettre à aussi accumuler les deux, c'est-à-dire des bases de données NoSQL pour gérer des flux d'informations massifs, mais on va retirer de l'information un peu plus structurée et mettre de l'information de ces flux de données aussi vers des bases de données relationnelles pour pouvoir de temps en temps avoir des capacités de requête dédiées. Alors juste un modèle, voilà, un petit discours autour d'une base de données, Cassandra, qui a été développée à l'origine par Facebook, poussée en open source, et donc maintenant il y a des contributeurs autres qu'uniquement des gens de Facebook, qui suit le modèle Bigtable, donc en gros qui est orienté colonne avec une grande, la base de données est une grande table. Il va utiliser le
modèle de cohérence éventuelle, donc de convergence des données poussées par Dynamo. Il est écrit en Java, il est open source et puis il est maintenant disponible sur les repos Apache. Et puis, il utilise comme format de sérialisation de données pour pouvoir être attaquable depuis plein de données, plein de langages de programmation. Il utilise JavaScript. Donc, en gros, il n'a pas une API REST avec du JSON échangé. Il a voilà, un protocole particulier et puis une sérialisation de données qui suit le côté Apache Script. Donc voilà, Swift, là aussi poussé par Google, c'est un des concurrents à d'autres technologies comme Protobuf, comme JSON, etc., dont l'objectif d'avoir la capacité à fournir des services implantés dans un langage et puis de pouvoir avoir des clients implantés dans un autre langage, donc ce qu'on trouve classiquement dans des middleware. Et donc, voilà, on va utiliser ça. C'est un protocole binaire, donc les formats échangés ne sont pas des formats en JSON ou en XML, elles sont serialisées sur un format binaire. Et puis, du fait, on va trouver des générateurs pour pouvoir après écrire des clients ou des serveurs en C++, en Java, en PHP, en Erlang, en Perl, en Python, etc., etc. Qu'est-ce qu'on peut faire sur ce type de base de données ? Comme elle est orientée un peu une seule table, et là où on faisait des recherches de type donne-moi la telle colonne depuis la base de données Intel et la table avec une condition particulière, c'est toujours des choses qu'on pourra faire. On va pouvoir lui dire donne-moi tous les noms de produits depuis la base requête et puis où l'ID a une valeur particulière. Donc je vais pouvoir faire des slices pour récupérer voilà, des valeurs, des lignes particulières de mon schéma Bigtable. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? On va pouvoir récupérer des données, mettre des données. Donc, c'est des API classiques que l'on va trouver là-dessus. Alors, quand Facebook a publié Cassandra, ils ont tenu toute une partie blog pour montrer pourquoi ils avaient fait Cassandra et qu'est-ce qui s'est passé quand ils ont migré vers Cassandra. Donc, en gros, ils ont montré qu'ils ont commencé à réfléchir à Cassandra parce que avant, donc au début de Facebook, ils utilisaient MySQL. Et ils avaient beau travailler énormément en faisant du sharding, en faisant des équivalents master-slave, etc., pour essayer de passer à l'échelle, ils sont très vite montés à des données supérieures à 50 gigas, et donc ils arrivaient avec une moyenne d'écriture de 300 millisecondes, une moyenne de lecture de 350 millisecondes. Donc on peut se dire, tiens, pourquoi la lecture était plus longue que l'écriture ? Parce que généralement, il fallait rechercher, et comme il y avait des fois du sharding, etc., il fallait aller sur le bon nœud pour retrouver l'information. Et donc quand ils ont réécrit ça avec Cassandra, pour le même volume de données qu'ils ont migré les données, ils sont tombés à une moyenne d'écriture de 12 millisecondes et puis une moyenne de lecture de 15 millisecondes. Là aussi, une lecture plus lente, parce qu'en fait, il faut être capable de retrouver les bonnes données sur le bon nœud, alors qu'à la limite, sur l'écriture, on va écrire sur le premier nœud disponible. Donc, un vrai gain en termes de performance, évidemment en perdant une partie de l'aspect cohérence des données, mais Facebook était sur un domaine où l'aspect cohérence des données n'était pas si stratégique que ça. Donc, tout ça pour vous montrer qu'il y a un certain nombre de domaines dans lesquels il peut être intéressant pour vous d'aller chercher une base de données NoSQL, donc n'hésitez pas à aller jouer un peu avec ce type de base de données. N'oubliez pas le rôle, si vous mettez ça en production d'un vrai service, d'avoir un administrateur de base de données. Il y a toujours des problématiques à gérer de backup, de recovery, de capacity planning, de performance monitoring, d'intégration de données, de tuner, d'optimiser, etc. Et d'ailleurs, s'il y en a que ça passionne, par exemple, actuellement, dans un secteur où vous serez indépendant, être quelqu'un qui sait monitorer finement ce qui se passe dans un cluster MongoDB et aller tuner un peu finement pour gagner des performances sur MongoDB, ça a beaucoup de valeur actuellement sur le marché, parce que beaucoup d'entreprises ont basculé sur MongoDB en se disant « Ah, ça va me résoudre tous les problèmes », et puis, en gros, quand ils ont des lenteurs sur certains accès à certaines données, ils ont beaucoup de mal à comprendre qu'est-ce qui ne va pas dans leur cluster, parce que les administrateurs de bases de données classiques sont un peu perdus dans un univers qui est hautement distribué. À quel moment vous allez utiliser les bases de données NoSQL ? Alors certains vont se dire, nous on ne va pas bosser forcément chez un éditeur de réseaux sociaux,
Donc, même si je vous le souhaite, hein, je pense que c'est des bonnes expériences d'aller travailler pour ce type de compagnie. Mais pour autant, il y a pas mal d'autres applications où vous avez besoin d'une base de données NoSQL. Dès que vous allez globalement récupérer des données non contrôlées, non structurées, et que vous allez souhaiter, après peut-être à terme, rentrer une sous-partie de ces données dans une base de données relationnelle, ça vaut le coup de passer par une base de données NoSQL. Tout ce qui est analyse de log. Vous avez des applications qui crachent du log, et ça va très vite faire des volumétries de données importantes, et pour vous, c'est important de capitaliser sur ces données de log. Et ben, une base de NoSQL est importante parce qu'à la limite, vous n'avez pas toujours besoin d'avoir la cohérence sur les toutes dernières données de log qui sont remontées. Évidemment, tout ce qui est flux de données qui viennent des réseaux sociaux. Pareil, ça fait des flux de données qui montent très très vite, ça passe bien. Tout ce qui est flux de données qui viennent de différents partenaires avec des volumes importants, potentiellement non structurés. Très pratique d'utiliser une base de données relationnelle. Tout ce qui est base de données, par exemple, de time series, base de données qui viennent de capteurs, etc. Il y a des très bonnes bases de données NoSQL orientées time series, donc sur des séries de données, séries temporelles de données, pardon, qui vont vous permettre de faire des requêtes sur ces séries temporelles, etc. Et puis, en gros, tout autre flux de données qui ne rentre pas bien dans une base de données relationnelle. Donc, les grands acteurs restent quand même souvent des acteurs des objets connectés, des acteurs du cloud computing, des acteurs des réseaux sociaux. On a maintenant évidemment des volumes de données très importants qui sont pilotés de cette façon-là. Donc là aussi, Dig a publié, ça va faire 4 ans, 5 ans maintenant. Voilà, ils ont dit, bah nous, on a une base de données actuellement de 3 terabytes, 76 billions de colonnes, etc. Et ça se passe très bien dans Cassandra. On arrive à piloter ça avec des très bons temps de réponse. Donc cette petite présentation un peu informelle a avant tout pour but de vous sensibiliser sur le fait que posez-vous la question quand vous vous retrouvez architecte d'un projet, avant de partir sur une base de données MySQL ou autre en se disant non mais ça marche bien, ok, quels sont les volumes de données que je vais utiliser? Est-ce que la cohérence de ces données est si importante que ça pour moi, etc. Comment va évoluer cette volumétrie de données, le nombre d'utilisateurs, etc. pour chercher le meilleur outil en fonction des besoins. Il y a évidemment des projets où la cohérence sera quelque chose d'extrêmement important. Je ne sais pas, vous travaillez pour un système d'information opérationnelle pour la DGA et il vous explique que les données qui sont manipulées permettent de savoir si les soldats en dessous sont des alliés ou des ennemis. Évidemment, si vous leur dites, moi je mets une base de données qui potentiellement sera correcte s'il n'y a aucune écriture, mais sinon il peut y avoir de l'incohérence, c'est évidemment des projets où les gens vont vous dire, non, mais nous, la cohérence, elle est extrêmement importante. Et puis, il y a d'autres projets où c'est moins le cas. Donc vraiment, allez jouer avec ce type de base de données dans vos projets pour vous faire vos propres, déjà compréhension des API, comment ça s'utilise d'un point de vue développeur, c'est ce qu'on fera de manière très succincte en TP, et puis gardez l'habitude de vous poser cette question-là en début de projet. Évitez aussi la vision qui consiste à dire moi je vais faire du NoSQL, c'est mieux que du SQL. Ça veut juste rien dire de dire c'est mieux. C'est pas les mêmes usages, c'est pas les mêmes problématiques. Et il y a encore évidemment énormément d'applications où en fait la bonne base de données sera une base de données relationnelle parce qu'on stocke dedans fondamentalement des données relationnelles.